Chasse à l'homme terminée en Mauricie. Donc, moi, sans ça, je dormais peut-être à 500 ou 600 mètres, 700 mètres. Philippe Benoît, recherché pour le meurtre d'un adolescent de 16 ans, retrouvé vivant à Lac-aux-Sables. Aussi, ce soir, l'abandon de la taxe Netflix du gouvernement fédéral ne passe pas. C'est que par crainte d'un gouvernement étranger qui nous menace de devenir le 51e État, on recule sur tellement de choses importantes. Et Cuba ouvre ses portes aux acteurs privés alors que l'île sombre dans une crise humanitaire et économique. Pienso que es buena la idea. Pienso que es buena la idea para todos. En este momento como está el país, pienso que es una buena idea. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. La chasse à l'homme aura duré 4 jours en Mauricie. Après des recherches intensives dans le secteur de Lac-aux-Sables, eh bien, la Sûreté du Québec a localisé en fin de journée Philippe Benoît. C'est l'homme suspecté d'avoir tué un adolescent de 16 ans dimanche à Shawinigan. Le fugitif devra maintenant faire face à la justice. Le résumé de Coralie Morancy. Le suspect est en cavale depuis quelques jours dans le secteur de Lac-aux-Sables. L'endroit où le véhicule qu'il aurait utilisé a été localisé quelques heures après le drame. Il a été retrouvé aux alentours de 16h30 ce jeudi près du lac Veillette. On peut le voir là, sur la carte. C'est un lac à proximité du secteur où les policiers enquêtaient depuis 4 jours à quelques kilomètres seulement du camping. L'homme de 41 ans a dû être héliporté par des sauveteurs de la Sûreté du Québec parce que l'endroit où il se trouvait là, était densément boisé. Selon nos informations, ils ont dû utiliser la force pour le maîtriser. Il a ensuite été pris en charge par des paramédicaux et transporté vers un centre hospitalier pour recevoir des soins appropriés. Philippe Benoît a pu être localisé grâce à des informations du public. La SQ demandait aux résidents du coin de vérifier leurs caméras de surveillance, leurs caméras de chasse. Le déploiement policier a nécessité des dizaines d'équipes, autant sur le terrain que dans les airs, en hélicoptère, jusqu'aux plongeurs là, qui ont fouillé les eaux à proximité. Les vacanciers au camping de Lac-aux-Sables vivaient dans la crainte depuis les derniers jours, mais voilà, c'est l'heure au soulagement. Ils ont passé plusieurs fois, ils se sont attardés à un endroit et là, on s'est dit tous les deux, c'est probablement le chalet de quelqu'un qu'on connaît, qui a vendu il y a quelques années, mais on s'est dit, écoute, c'est un endroit effectivement qui était plus isolé, de l'autre côté d'une colline. Un endroit parfait pour ça. Puis c'est drôle, on se l'était dit aussi. Pour moi, ils l'ont pris là. Puis effectivement, c'est là. Je pense que ce soir, pendant la semaine de la construction, il y a toujours un petit peu d'animation ici au camping. Fait que je pense que les gens vont être à la fête ce soir-là en se sentant soulagés. Je le rappelle, Philippe Benoît a formellement été accusé de meurtre au premier degré. Selon les documents de la Cour, il a causé la mort de son fils de 16 ans à Shawinigan à l'aide d'un objet contondant alors que l'adolescent était séquestré. Ce mandat d'arrestation lui sera déposé et il faut le dire, c'est l'accusation la plus grave du code criminel. La chasse à l'homme est officiellement terminée. Une cérémonie à la mémoire de la victime aura lieu ce vendredi à Trois-Rivières. Et les policiers ont d'ailleurs travaillé sans relâche dans les derniers jours. Et pour un expert, il n'est donc pas étonnant qu'on ait pu retrouver Philippe Benoît vu l'ampleur des ressources déployées. Avec les efforts et le déploiement auquel on a pu assister de la part de la Sûreté du Québec, on a vu la proactivité des policiers dans un dossier comme ça. C'est pas rare. On l'a vu l'année passée à pareille date, là, dans le cas de Claire Bell, entre autres. Les policiers, après 3 jours, avaient pu la retrouver. Donc, on est sur le terrain, on accumule du renseignement, on valide l'information, puis on fait le travail, on déploie les ressources qu'il faut, les ressources spécialisées. Donc, on voit les résultats que ça donne là, après quelques jours. La persévérance, les policiers ont réussi à mettre la main sur l'individu. Et puis, c'est une très bonne nouvelle pour la sécurité de l'ensemble du public. Bon, c'est officiel, le gouvernement Carney abandonne ce qu'on appelle la taxe Netflix. Il s'agit des redevances qu'Ottawa souhaite imposer aux grandes plateformes de diffusion américaines. Il faut dire que la loi sur la diffusion en ligne est un point de friction majeur dans les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Le secteur culturel québécois dénonce cette décision. Ce recul, il est vraiment catastrophique pour la culture canadienne
les cultures autochtones et la culture québécoise francophone. On sacrifie assurément la culture. On nous assure continuellement que l'exception culturelle n'est pas sur la table des négociations. Par crainte d'un gouvernement étranger qui nous menace de devenir le 51e État, on recule sur tellement de choses importantes pour l'identité canadienne que le 51e État va nous arriver de l'intérieur. Et je poursuis la discussion avec notre collaborateur Victor Henriquez. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Sabrina. Donc, on vient d'entendre la présidente de l'UDA qui, visiblement, est en colère et s'envoie un signal, en fait, qu'Ottawa est prêt à faire des compromis là, en culture. Là. Et cette réaction est très symptomatique de la frustration qu'on crée à Ottawa par le manque de clarté des annonces aujourd'hui. Hein? Parce que, dans le fond, on l'a appris un peu par hasard, cette annonce-là, avec le procureur général qui a déposé des documents. Mais Ottawa a ce devoir d'explication parce que sinon, justement, on tombe dans des enjeux perceptuels. Là, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement est prêt à remplacer le montant de 5 % par une contribution gouvernementale. Mais qu'est-ce qui va arriver sur le long terme? Il y a beaucoup de confusion à ce moment-ci. Ouais, bien, tu parles beaucoup du mot confusion parce que, bon, au début, on pensait que ça allait complètement être enlevé. Là, on parle plutôt d'un remplacement. Mais on sent que depuis quand même plusieurs semaines avec le gouvernement Carney, on a de la difficulté avec la transparence. Là. Oui, c'est très difficile pour le gouvernement Carney. On peut comprendre d'une certaine façon. On est dans une négociation qu'on ne veut pas nécessairement faire dans l'espace public. On sait que cette question de la fameuse taxe Netflix, d'une certaine façon, avait irrité les Américains, avait dérangé de nombreuses entreprises et notamment le président en avait parlé lors de ses interventions sur les négociations. Donc, c'est tout à fait normal qu'on en discute maintenant, de voir des décisions prises de cette façon-là, sans explication gouvernementale, sans clarté. Bien, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner des rumeurs, des incompréhensions et des erreurs de perception, même si le gouvernement serait en raison, aurait des bonnes raisons de prendre cette décision-là. Et bien, justement, aujourd'hui, Carney a dit que c'était une question d'abordabilité. Est-ce que tu achètes, toi, ce qu'il vient de dire? Moi, pas nécessairement, parce que quand je reçois ma facture Netflix, j'ai pas l'impression que c'est de plus en plus abordable. Puis je suis convaincu que les gens qui nous écoutent sont d'accord avec moi là-dessus. Je pense que justement, on va devoir nous expliquer ça de façon plus précise. Et peut-être qu'on le saura au moment d'une entente, parce que des fois, Sabrina, on est obligé de faire des concessions avant même de s'asseoir à la table. Et il faut le reconnaître, en ce moment-ci, le Canada, malgré ses efforts, n'est jamais dans une position nécessairement de force importante face aux États-Unis. Et ça, on le voit à chaque concession qu'on fait à la table de négociation. Mais est-ce qu'on peut se dire, encore une fois, encore une concession, en fait, du gouvernement canadien et de Mark Carney? Est-ce que c'est encore une fois une bonne solution de toujours un peu s'aplatir devant le président américain? Peut-être en attendant, peut-être les élections de mi-mandat. Est-ce que ce serait ça, peut-être, derrière la tête de Mark Carney? J'ai tendance à croire que ce sont des éléments que ça prend pour aller chercher une négociation. On sait d'ailleurs que cette taxe-là a été contredite devant les tribunaux. Il y avait des oppositions, il y avait des poursuites contre le gouvernement canadien là-dessus. Est-ce que, par exemple, on en est venu à conclusion du côté du gouvernement qu'on allait perdre devant la Cour et qu'à ce moment-là, on était mieux de donner la concession? C'est tout ça sur lequel on fait des suppositions à ce moment-ci, car on n'a pas l'information précise de la part du gouvernement. Donc, c'est là où je m'attends à ce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on soit beaucoup plus clair sur ce qu'on est en train de faire. Et ultimement, M. Carney aura à s'expliquer sur pourquoi il fait ces gestes-là s'il n'en vient pas rapidement à une entente. Ouais. Mais encore une fois, on a l'impression que ça vient un petit peu couper l'herbe sous le pied à la culture québécoise. Là. Tout à fait. C'est l'élément le plus grave là-dedans parce que la présidente de l'UDA a bien dit la spécificité culturelle ne devrait pas être à négocier et on ne devrait pas accepter de négocier avec un gun sur la table sur cette question-là. Merci beaucoup, Victor. Bonne soirée. Bonne soirée. Sur la scène provinciale, Charles Milliard a dévoilé son approche économique pour le Québec à environ un mois du déclenchement de la campagne électorale. Le chef libéral a présenté 4 engagements. Il souhaite notamment renforcer l'influence de la province au Canada. Charles Milliard veut aussi développer de nouveaux partenariats commerciaux ici et à l'étranger. Tout ça pour aider le Québec à faire face au contexte géopolitique actuel. Sur la scène internationale au Moyen-Orient, l'armée américaine annonçait en soirée mener de nouvelles frappes en Iran. Et plus tôt, le conflit avait pris aussi une nouvelle tournure, alors que les États-Unis et l'Arabie saoudite ont conjointement frappé l'Irak. Et ça a des conséquences, notamment sur les cours du pétrole. Et c'est un autre coup dur pour le portefeuille des Québécois. Les explications de Lydie Mercure. Il y avait une accalmie dans les conflits au Moyen et au Proche-Orient, mais il y a une reprise des hostilités récemment. Juste la nuit dernière, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont mené une attaque conjointe sur des sites d'armement dans l'est de l'Irak qui sont liés à l'Iran. C'est une attaque qui a fait au moins 20 morts et une trentaine de blessés. C'est la première fois que l'Arabie saoudite reconnaissait sa participation au conflit aux côtés des États-Unis. Et donc, cette attaque, c'était une revanche à des missiles lancés par les gardiens de la Révolution sur une base militaire en Jordanie.
qui est l'allié des États-Unis. Et donc, les missiles ont été interceptés, comme s'en est vanté le président Donald Trump cet après-midi. They sent 8,000-mile-an-hour missiles at us. And fortunately, we had our people operating the greatest equipment in the world, namely the Patriot system. Think of it, 5 missiles going 8,600 miles an hour, big ones, coming right at us, and all 5 were shot down. How about that, right? Pretty good. Avec la reprise des conflits, il pourrait y avoir un impact sur le prix du baril de Brent et donc éventuellement sur le prix à la pompe. Le prix du baril de pétrole est influencé par la possibilité ou non pour les navires de circuler, notamment dans le détroit d'Ormuz. Ben, c'est normal que là, il y a une incertitude qui pèse sur le marché pétrolier. Il y a un phénomène de crainte de rareté accrue des barils de pétrole sur le marché mondial. Et cette incertitude-là fait donc monter les prix du pétrole et éventuellement, donc bien sûr, des prix à la pompe. On n'est pas dans des conditions favorables pour espérer une atténuation des prix. C'est terrible. Je peux me l'offrir, mais pour les gens qui en ont besoin pour aller travailler, c'est rendu ridicule. Sachant qu'on a des enfants, ça monte pas mal vite, là. Puis on a quand même une grosse auto aussi. Je vais avec le prix, je le remplis pas, c'est ça. Ah oui, oui. On attend justement que le prix descende. On espère. Faut donc s'attendre à une hausse à la pompe dans les prochains jours. Mais heureusement, les vacances de la construction se terminent bientôt. Il va donc y avoir moins de monde sur les routes du Québec. Lily Mercure pour Nouveau Info. Alors que Cuba traverse une importante crise humanitaire et politique, de nombreux secteurs de l'économie s'ouvrent désormais aux acteurs privés. Entrevue avec un expert au retour de la pause. C'est carrément un vent de changement à Cuba. Le pays des Caraïbes a annoncé aujourd'hui ouvrir de nombreux secteurs privés de son économie. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des stations-service, la gestion des déchets et même le tourisme qui pourrait être géré par des investisseurs. Pour en parler, je joins le directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal et professeur à l'UQAM, François Audet. Bonsoir, Monsieur Audet. Bonsoir. Bon, d'abord, est-ce que Cuba n'avait pas le choix, en fait, de prendre ces mesures-là parce que l'île est acculée au pied du mur là, par les États-Unis? Tout à fait. Donc, c'est une espèce de tension qui existe depuis des années, on le sait, entre les États-Unis et Cuba. Des tensions qui ont monté d'un autre cran là, cette année avec l'embargo presque total là, des États-Unis sur l'île, en plus d'avoir fermé le canot là, du pétrole vénézuélien, ce qui fait en sorte que Cuba, et on l'a vu dans les derniers mois, malheureusement, c'est un pays qui est en crise humanitaire, rupture dans l'approvisionnement, oui, de l'essence. Ça veut dire donc qu'il n'y a plus d'essence pour faire tourner les hôpitaux, pour l'approvisionnement, le transport, les chaînes de froid pour les aliments. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des industries touristiques ont été fermées. Alors, sous cette pression-là, ce que le gouvernement cubain vient d'annoncer, qui est une réforme longuement attendue, c'est vraiment une série de 176 éléments de transformation de son régime, notamment, comme vous l'avez mentionné, avec, oui, l'ouverture sur certains éléments de son marché à l'étranger. On voudrait tendre, si on comprend bien ce que le gouvernement cubain veut faire, on voudrait tendre vers quelque chose qui ressemble un peu au Vietnam ou à la Chine. Cela étant, aux yeux des Américains, ce n'est pas suffisant. Alors, pour que l'embargo cesse, que les États-Unis veulent absolument, ce sont des élections démocratiques et c'est aussi de redonner, ou en tout cas de dédommager les Cubains qui ont été évincés du pays suite à la révolution de 1959. Alors, on est loin de la coupe aux lèvres, mais c'est quand même un pas, je dirais, dans la bonne direction de la part du régime cubain pour atténuer là, la crise humanitaire pour la population cubaine. Mais justement, ça pourrait prendre combien de temps avant que les Cubains retrouvent, entre guillemets, une vie normale? Vous parliez, par exemple, des coupures de courant qui sont de plus en plus fréquentes et pendant longtemps, aussi plusieurs jours. Donc, le retour à la vie normale pourrait se faire quand pour eux? Ouf, on est très loin de ça. Oui, mais on est loin de ça, pour être honnête. Là, il y a tellement eu de sous-investissement dans les infrastructures. Beaucoup de gens qui nous écoutent ont sûrement été à Cuba. On était dans des vieilles voitures, les infrastructures, les industries, tout était très vieux. Alors, ce changement-là va demander quand même des années. Et au-delà du fait de cet embargo-là des Américains, quel autre pays voudra investir, voudra s'allier, de faire des partenariats avec Cuba? Est-ce qu'il y a des entreprises canadiennes,
par exemple, mexicaines ou d'Amérique latine ou d'ailleurs d'Europe qui voudront investir. Alors, pour le moment, oui, on ouvre un peu l'ouverture sur les marchés internationaux, mais qui veut vraiment investir alors que l'embargo américain est toujours là, omniprésent. Alors, ça sera un pari très risqué. Malheureusement, pour les Cubains, pour répondre à votre question, on est loin de la coupe aux lèvres. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, très éclairant encore une fois. Ça me fait plaisir, au revoir. Le parc de locomotives de Via Rail doit être renouvelé et le gouvernement fédéral va investir près de 2 milliards de dollars dans le projet. Cette somme va servir à la construction et à l'assemblage de 45 nouvelles locomotives hybrides qui seront assemblées ici même à Montréal. Les détails avec Juliette Poirot. D'ici 2030, 45 nouvelles locomotives hybrides sillonneront les voies ferrées hors corridor de Via Rail à travers le pays. Et ces nouvelles locomotives vont être assemblées ici, à Montréal. Et pour ce faire, le centre de maintenance de Via Rail doit être rénové et agrandi. Notre gouvernement croit à un réseau de transport à la hauteur des attentes des voyageurs, à la fine pointe de la technologie, confortable et durable, mais surtout un réseau qui relie nos communautés. Pour plusieurs collectivités rurales éloignées ou au nord du pays, le train n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un service essentiel. Conçu pour les réalités de notre réseau et de notre climat rigoureux, nos nouvelles locomotives hybrides offriront une meilleure performance, une meilleure fiabilité, mais également vont nous permettre de réduire nos émissions et notre consommation de carburant de manière importante. Les locomotives hybrides permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 95 % et justement avec la fonction hybride, 0 émissions seront émises lorsque les trains approcheront les communautés. La nouvelle installation de Montréal représente quant à elle un investissement durable dans l'expertise de nos employés, dans le savoir-faire ferroviaire canadien, et nous donnera la capacité d'entretenir nos nouvelles locomotives pendant toute leur durée de vie. Pour ce projet, le gouvernement du Canada investit près de 2 milliards de dollars et c'est avec l'entreprise suisse Stadler que va s'allier Via Rail pour construire ces nouvelles locomotives. Et les rénovations du centre de maintenance prendront environ 3 ans. En attendant, les 9 premières locomotives seront assemblées en Espagne dans les installations de Stadler. Les travailleurs de Via Rail pourront y acquérir l'expérience nécessaire pour ensuite ramener leur expérience ici. Le projet d'acquisition des locomotives devrait soutenir l'équivalent de 1200 emplois de qualité pendant toute la durée du projet grâce aux emplois directs et indirects créés au Canada. Cette annonce s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Canada de bâtir un réseau de trains à grande vitesse et ce malgré les inquiétudes des agriculteurs et des communautés qui sont concernés par les études du tracé. D'ailleurs, l'Ontario dit vouloir réexaminer son appui au projet de TGV à la suite du rejet par le fédéral du projet d'agrandissement à l'aéroport Billy Shop à Toronto. On doit évidemment expliquer avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'écoute, les préoccupations des gens, comme avec le Québec, la collaboration avec le gouvernement de l'Ontario est très, très importante. Et la prochaine étape sera l'acquisition de nouveaux wagons. Une annonce sera faite bientôt à ce sujet, selon le gouvernement du Canada. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. C'est une histoire qui avait choqué tout le Québec. Samuel Modry, surnommé le violeur de Tinder, a été reconnu coupable au début de l'année d'avoir violé et drogué au moins 13 femmes rencontrées sur des applications de rencontres. Il a écopé de 25 ans de prison. Eh bien, il y a une nouvelle série documentaire qui se penche sur cette affaire. C'est disponible depuis aujourd'hui sur Crave. Les 3 épisodes racontent le parcours de 5 survivantes. Souvent, on parle que c'est dur en tant que victime d'agression sexuelle de se faire reconnaître, de se faire entendre auprès du tribunal au niveau du système de justice. Là, ce qui était troublant, c'est que ces femmes n'avaient pas de souvenirs ou peu de souvenirs. Donc, la preuve reposait vraiment sur les enregistrements de vidéos et les preuves médico-légales qui ont pu être assemblées par les enquêteurs. La chanteuse Ariana Grande, qui est en spectacle à Montréal cette semaine, s'est associée à un organisme montréalais. L'objectif, c'est d'encourager ses fans à s'inscrire pour voter le 5 octobre prochain. Marie Cassimard vous explique.
Ariana Grande est en ville et elle a décidé de donner sa voix à une cause. Elle s'est associée à un organisme montréalais qui a pour mission de valoriser la démocratie chez les jeunes. C'est-tu pas beau, ça? Comment ça va marcher tout ça? Bien, il va y avoir des immenses affiches au Centre Bell sur lesquelles on va retrouver des codes QR comme celui-ci. Après le concert, il va y avoir des bénévoles qui vont accueillir les jeunes, répondre à leurs questions et s'assurer que leurs informations sont les bonnes sur la liste électorale. Et comme si c'était pas assez, bien, on va leur remettre un petit macaron exclusif comme lui. Je peux vous demander, vous avez quel âge? 20 ans. 23. J'ai voté pour ma première fois au fédéral, puis là, j'ai voté pour ma première fois au provincial, aux prochaines élections. Est-ce que tu l'aimes assez pour qu'elle te convainque de te déplacer le 5 octobre prochain? Bien, c'est sûr, moi, de toute manière, je vais voter, c'est sûr et certain. Moi, c'est vraiment une belle initiative. Moi, je vote à chaque année. Peu importe ce qu'elle fait, les gens vont suivre, puis vont l'écouter. Puis c'est vraiment un beau fandom aussi, les Arianators. Il y a comme une petite table pour voter au Québec, ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais, exactement. J'en reviens pas comment les fans sont informés. Et là, il faut dire que les fans d'Ariana Grande ne sont pas représentatifs des chiffres. Lors des dernières élections provinciales, en 2022, seulement 54 des jeunes entre 18 et 24 ans sont allés voter. On est devant les bureaux de l'organisme L'Apathie, c'est plate et on est venu les rencontrer pour comprendre l'ampleur de ce phénomène-là. C'était une vraiment belle surprise pour nous. Oui. On a reçu le courriel il y a quelques semaines, puis ils voulaient collaborer avec nous pour mobiliser les jeunes au Canada. Puis nous, on était tellement contents. Aux États-Unis, ils collaborent avec un organisme qui s'appelle Headcount, mais Headcount n'est pas au Canada. Alors nous, on a pris le relais pour les concerts à Montréal. Elle sera là pour 3 soirs, donc il reste jeudi et vendredi. Comment est-ce que ça se décline exactement, là? Oui, alors, nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est être là, présent au concert pour interagir avec les jeunes. Beaucoup des fans d'Ariana Grande sont entre les âges de 15 et 30 ans. Alors, ça, c'est directement notre clientèle. Alors, on était vraiment contents de pouvoir collaborer directement sur place au Centre Bell. C'est bien qu'on ait quelqu'un qui a un pouvoir, qui a une place, une visibilité pour pouvoir justement promouvoir le vote. Je pense qu'on a besoin d'un gros changement, donc les jeunes, je pense qu'ils peuvent apporter ça aussi. Moi, je trouve que c'est une super idée. Je pense que dans toutes les autres artistes américaines, il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui font ça, là, de ce que j'ai vu. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'elles soient aussi engagées et tout, là, sa fondation. Je sais qu'ils font beaucoup de dons là, pour divers causes. Au provincial, on doit s'enregistrer avant le jour de vote, sinon c'est pas possible. Alors, ce qu'on fait, c'est on s'assure que le jeune est enregistré et aussi, on les demande de s'inscrire pour recevoir des rappels. Alors, lorsque l'élection arrive, on va les envoyer des rappels et des instructions sur comment voter. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info. Voilà, ce qui complète notre bulletin d'information. Pour plus de nouvelles, retrouvez-vous sur le nouveau.info. Sinon, nous, on se retrouve demain dès 17h. Bonne soirée.